Didier Drogba, bonjour. Bonjour Annie. Didier Drogba, d'abord une première question autour de votre retour en France auprès du football français. On vous voit plus souvent. Est-ce que le Ballon d'Or pour vous a été une manière de revenir 20 ans plus tard dans le football français d'une certaine façon? Non, le Ballon d'Or est une manière de rester connecté au football mondial en général. Et surtout, c'est une manière pour moi aussi d'avoir un peu de stress, un peu de revivre un peu le genre d'émotion que je vivais avant de fouler chaque pelouse lors de matchs importants. Il y a ce stress, il y a cette incertitude et puis ces méthodes de travail qui sont propres au professionnalisme, et donc il y a un parallèle avec le sport qui est intéressant, et oui, ça m'amuse aussi, j'aime bien. Donc vous revenez tous les ans en France, mais j'imagine que la Ligue 1, par contre, tout au long de l'année, vous le suivez, ce championnat de France? Oui, la Ligue 1, c'est l'endroit de mes débuts, et je me suis fait connaître grâce à la Ligue 1. Donc forcément, il y a un attachement particulier, et c'est toujours une fierté, un honneur que d'évoquer la Ligue 1 ou de regarder les matchs, ou même de pouvoir assister à certains matchs. Est-ce que pour vous, ce championnat de France qu'on dit être, alors on dit que c'est après les autres grands championnats européens que sont l'anglais, l'italien, l'espagnol. Alors moi je vous arrête. La Ligue 1 fait partie des grands championnats européens. Ça, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut le reconnaître, il faut l'accepter, parce que il faut comme on dit, il faut l'endorser. C'est-à-dire que il faut être fier de ça. Plutôt que de dire plutôt que de se comparer au championnat anglais ou espagnol, les droits ne sont pas les mêmes. Et malgré ça, par contre, les talents sont du championnat de France. Et ça, il faut le reconnaître. Et je pense que il y a pas mal d'exemples comme ça. Déjà, à l'époque, entre guillemets, je pars à Chelsea en étant meilleur joueur du championnat. Florent Malouda me rejoint à Chelsea en ayant été meilleur joueur du championnat. Michael Essien également. Donc c'est pas un petit championnat. On parle pas d'un petit championnat. On parle d'un des meilleurs championnats en Europe. Et c'est un championnat découvreur de talent, alors, plutôt? C'est un championnat découvreur de talent, mais c'est un championnat aussi aujourd'hui où les meilleurs entraîneurs veulent venir se frotter. Quand on a quelqu'un comme Luis Enrique qui décide de venir au PSG, quand on a eu des Carlo Ancelotti par le passé, quand on a aujourd'hui des Zerbi, quand on a des Sampaoli qui viennent en France, ça démontre la qualité du championnat. Comment vous le définiriez alors par rapport aux autres championnats, son niveau pour vous? Je trouve que c'est un championnat complémentaire à ces grands championnats, et le niveau et je pense que le niveau de la Ligue 1 est à l'image de ce que tous ces entraîneurs étrangers, tous ces joueurs étrangers viennent chercher ici, c'est-à-dire de la renommée, du succès et du plaisir aussi. Je pense que ces championnats-là sont très difficiles, ils sont très très exigeants, et le championnat de France est un championnat qui est tout aussi exigeant, mais où il y a la place il y a une petite marge d'erreur, parce que les joueurs sont plus jeunes, sont plus talentueux, donc ils osent plus. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique d'avoir cette opportunité-là. Parce qu'après, lorsqu'on arrive en Angleterre ou en Espagne, c'est de plus en plus réduit. Donc, il n'y a plus de marge d'erreur. Voilà, c'est un bel apprentissage, c'est une belle étape à vivre en tant que joueur et en tant qu'entraîneur avant de se frotter à la première ligue et ses exigences. Alors un championnat étape, mais en ce moment... C'est pas péjoratif, hein. Quand je parle de championnat étape, c'est vraiment un must. Un passage. Un passage un adoubement, obligé, un adoubement, voilà. Quand on voit quand même certaines équipes qui se débrouillent bien en Ligue des Champions cette saison, justement, on se dit que c'est peut-être un peu rassurant pour le niveau du championnat de France. Moi, je ne suis pas inquiet pour le niveau du championnat de France, et je pense que effectivement, ces résultats me confortent dans Brest, Monaco, et c'est Lille. pour ça que quand je parle d'une étape à franchir, c'est en ce sens.
aujourd'hui, ces équipes qui affrontent Brest ou Lille, elles se disent, attention quand même, ces équipes françaises, elles sont pas faciles à jouer. Et ça montre tout le talent qu'il y a en France. Didier Drogba, ça fait 20 ans que vous avez quitté Marseille, que vous avez quitté l'OM, un petit peu plus. Ouais. Ça fait longtemps déjà. Trop longtemps. Qu'est-ce qui manque à Marseille, selon vous, pour briller encore plus ? Vous savez, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu être entraîneur. Je suis incapable de vous dire ce qui manque à Marseille pour briller plus. Par contre, je suis capable de vous dire que Marseille a fait une première partie de saison encourageante et a montré des signes sur lesquels ils peuvent travailler. Voilà, il y a une base qui est là. Maintenant, il faut la performer, il faut l'améliorer, il faut la rendre plus compétitive. Mais ça, c'est pas mon travail, mais celui du club et de l'entraîneur. Mais j'ai eu d'ailleurs l'occasion de les recevoir à Abidjan et je suis très content de voir que le club s'ouvre encore plus à l'Afrique et au monde et à la place à laquelle il devrait être. Est-ce que c'est un club qui, aujourd'hui en Afrique, on sait qu'il était très populaire, alors grâce à vous et aussi à beaucoup de joueurs africains qui sont passés dans ses rangs, grâce aussi à son président iconique, à Pape, oui. Quand il était passé. Est-ce que la popularité de l'OM est en concurrence avec celle du PSG en Afrique maintenant ? En Côte d'Ivoire ou ailleurs ? Alors c'est vrai que je vais pas mentir, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de supporters du Paris Saint-Germain. Mais Marseille a toujours une place spéciale dans le cœur des Africains, je suis désolé de le dire. Vous êtes heureux de le dire. Marseille, ça a été Abbé Dupelé, Joseph-Antoine Bell, Georges Weah, Basile Boli. Marseille a représenté le continent africain. Pas simplement la Côte d'Ivoire ou le Ghana, c'est le continent africain et à l'international aussi. Il y a eu des joueurs uruguayens comme Francescoli. Marseille, c'est le club du monde. C'est un club qui a vraiment une place particulière dans le cœur des fans et des amoureux du football. Avant de passer à un autre sujet, pour conclure au sujet d'un attaquant qui nous tient tous à cœur actuellement en France, qui a quitté le championnat de France pour un championnat autre qui est la Liga, évidemment c'est Kylian Mbappé. Oui. En tant qu'attaquant, il passe un mauvais moment. Quel conseil vous lui donneriez à Kylian Mbappé ? Déjà, je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d'ingratitude envers lui. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il y a même pas 2 ans, il était à 2 doigts de donner une troisième étoile à la France. Et aujourd'hui, il est un peu chahuté. C'est la loi de notre sport. C'est un sport très ingrat, le football. On le sait tous. Mais ce sont des cycles. Il y a des périodes comme ça à traverser. Il traverse une période difficile. Son adaptation n'est pas des plus faciles. Mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que de me retrouver dans une situation où tout est plus facile. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de cette expérience. Je pense qu'il va mûrir, je pense qu'il sera encore plus mature et ça va profiter bien sûr à l'équipe de France et ça va lui profiter aussi. Mais ça fait partie de la carrière d'un joueur. C'est comme les blessures, sauf que celles-là ne sont pas physiques mais peuvent vous aider à devenir un autre joueur, même encore plus fort. Donc c'est une transition. Moi je vois ça un peu comme un Tiger Woods qui avait du mal pendant un moment à retrouver son jeu. Et une fois qu'il l'a retrouvé, il est redevenu le Tiger Woods que tout le monde aime. Kylian passe par une période pas simple, mais voilà, il a voulu être là-bas, il est prêt pour le challenge. Je ne vois pas... Je connais un peu le personnage, c'est quelqu'un qui... Oui, en tant qu'être humain, il va douter, c'est normal, mais c'est quelqu'un qui a des certitudes aussi. Donc vous êtes plutôt optimiste ?
Oh oui, oui, oui. On va retrouver Kylian Mbappé. Il est là déjà. Didier Drogba, en dehors de votre vie de professionnel du football, vous avez en Côte d'Ivoire créé une fondation. Ça fait maintenant 17 ans d'existence. Il y a différents projets. Au départ basés sur la santé, il y a aussi des volets d'éducation. Oui. Quel est le projet dans tout cela dont vous seriez le plus fier, des réalisations entre l'hôpital, ce camion qui se déplace pour le cœur, hein, on en avait parlé à l'époque, aussi pour les écoles. Quelle est la réalisation qui vous marque le plus ? Alors, il y en a tellement, mais merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur la fondation. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses depuis 2017, dont la création de cet hôpital. Alors, la fondation a 3 piliers principaux que sont l'éducation, la santé et le développement durable. Mais dans éducation et santé, il y a aussi l'autonomisation de la femme, parce que ça fait partie aussi d'une éducation, une certaine éducation. Il faut les aider, il faut les encourager. Et en fait, pour moi, tous les projets ont la même valeur sentimentale. Lorsqu'on parle de l'éducation et la construction de cette école dans une zone rurale cacaoyère, donner l'opportunité à des enfants de pouvoir étudier, aller en cours et changer la narrative de leur vie, ce qui leur est destiné, enfin, prendre leur destin en main. Ça, pour moi, c'est fort. C'est fort parce qu'on donne les outils à un jeune de pouvoir décider de son avenir. Ça, c'est très important. La santé avec la construction de cet hôpital. L'accès aux soins n'est pas toujours facile en Afrique. Permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les besoins de pouvoir accéder aux soins et à l'éducation aussi, parce que il faut éduquer nos jeunes filles aux règles de contraception. Est-ce qu'il y a un patient ou une élève en particulier dont vous aimeriez souligner la trajectoire grâce à la fondation ? Alors, c'est marrant parce qu'on est en contact avec une jeune Camerounaise qui a à peine 17 ans, qu'on a rencontrée lors du Global Youth Forum of Tourism, organisé par le tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette jeune fille, est focus et concentrée sur tout ce qui est développement durable, et elle est en train de devenir vraiment, vous entendrez parler d'elle, Ketia, elle s'appelle. Elle est brillante. Et on a décidé de l'accompagner dans ses formations et de lui payer ses études pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Et ça, c'est aussi une des fiertés de la fondation. Mmh. Elle s'appelle comment, Ketia ? Ketia, je ne retiens jamais, c'est un nom un peu compliqué. Donc, pardonnez, dites juste Ketia, sinon elle va s'énerver contre moi si je ne prononce pas bien son nom. Mmh. Mais, et elle est en Côte d'Ivoire ? Elle est au Congo. Ah oui. Elle est au Congo. Mmh. Donc là-bas, les opportunités ne sont pas les mêmes pour elle que celles qu'on lui propose aujourd'hui. C'est Harvard, c'est des écoles à Boston pour qu'elle puisse vraiment continuer. Et quelqu'un de la fondation en Côte d'Ivoire, un patient qui aurait été sauvé grâce, je sais pas, au camion ou une élève. Il y en a beaucoup qui ont été sauvés parce que les maladies cardiovasculaires sont, après le paludisme, le numéro 2 en termes de mortalité en Afrique. Donc le simple fait d'avoir une camionnette mobile qui va au cœur des populations, qui se déplace, qui va vers les communautés pour leur permettre d'avoir des soins, d'être testés, pour voir s'ils sont en bonne santé, et ensuite sont redirigés vers des hôpitaux ou vers des médecins pour un traitement. Nous, on voit l'impact
de la fondation au quotidien, parce que ces gens-là nous remercient ensuite. Ils nous appellent, ils nous remercient. Ils nous disent merci, grâce à vous, j'ai su que j'étais malade, on m'a donné un traitement et je suis guéri et je vais mieux. Donc, merci à la fondation Didier Drogba, merci. C'est tout ce qu'on demande et c'est ce qui... En fait, je me nourris de ça, de ces actions, parce que ça m'occupe, parce que je sais pas, ça me fait du bien, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que vous vivez plutôt du côté d'Abidjan désormais et en Côte d'Ivoire ? Oui, parce que j'ai quand même vécu 17 ans, enfin 15 ans loin de la fondation. Donc, quand on a une fondation comme ça qui porte son nom, il faut être là au quotidien pour vraiment comprendre les enjeux et pour avoir un meilleur impact. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là-bas. Et Didier Drogba, cette fondation, est-ce que, alors que vous faites un travail finalement social, que ce soit au point de vue santé ou au point de vue éducation, est-ce qu'avec le gouvernement, les autorités, ivoiriennes, mais peut-être d'autres africaines, est-ce qu'il y a des collaborations ? Est-ce qu'on vous prend pour modèle ? Est-ce que finalement, ce que vous faites avec la fondation sert aux politiques ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on est amené à travailler avec certains gouvernements, avec pas mal de gouvernements, puisqu'on va avoir un impact plus large. Donc, on travaille beaucoup de manière étroite avec le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, avec le ministère de l'Éducation aussi, puisqu'on a un programme d'alphabétisation numérique qui va être lancé. On fait le lancement de nos activités le 12 décembre à Abidjan. Et c'est un lancement qui va nous permettre de travailler sur pas mal de pays africains. Donc, il y aura beaucoup de ministres de l'éducation. Il y aura 11 ministres d'éducation de la sous-région et qui seront présents pour voir un petit peu ce qu'on fait. Parce que l'objectif, c'est de combattre... de réduire le taux d'analphabète en Afrique. Voilà. Et de se servir du numérique. Et il y a une jeune structure qui a créé une application qui permet d'apprendre à lire en 5 mois. Donc pour nous c'est génial parce qu'on permet à la dame qui travaille au marché d'apprendre à lire et à compter sans avoir été à l'école. Voilà, on éduque les populations comme on peut. C'est notre petite contribution au développement de la Côte d'Ivoire et puis de l'Afrique. Alors la Côte d'Ivoire, parlez-nous de cette CAN. Oui. Comment avez-vous vécu, vous, la dernière Coupe d'Afrique des Nations ? Un ascenseur émotionnel. Ah bah oui, je crois que ça a été pour digne des Oscars hollywoodiens. Vraiment. Au départ, vous aviez misé sur ces éléphants ? Alors, c'est marrant parce qu'au départ, en fait, je n'étais jamais allé les voir jouer vraiment. Je les voyais jouer à la télé. Et après le premier match, j'avoue que j'étais resté un peu sur ma faim. On avait remporté le premier match, mais je n'avais pas vu de consistance dans le jeu et je n'avais pas senti une équipe sûre d'elle. Mais c'est normal, puisque c'était pour beaucoup la première CAN, non seulement la première CAN, mais la première CAN en Côte d'Ivoire et toute la pression que ça peut engendrer. Donc, c'est normal, mais le deuxième match nous a mis en danger et puis le troisième match, lorsque les étoiles ne sont pas alignées, lorsqu'on n'a pas tout fait pour que les étoiles soient alignées, ben, il arrive ce qui s'est produit ce jour-là et ça a été un coup de tonnerre en Côte d'Ivoire et comme on dit souvent, après la pluie, le beau temps, donc il a plu très très fort, il y a eu des orages et après ça, le beau temps est revenu, c'est-à-dire qu'on a vu une Côte d'Ivoire égale à elle-même, vraiment entreprenante, qui n'avait plus peur de l'échec, qui n'avait plus peur du regard des supporters, n'avait plus cette pression, au contraire, ils étaient vraiment désinhibés, ça leur a permis d'aller au bout.
Mhm. Et est-ce que cette victoire à la CAN a, d'une certaine manière, permis aussi la réconciliation de tous les acteurs du football ivoirien? Alors, pourquoi ils étaient fâchés? Hein? On aurait dit non, Ah bon? de loin. Qui est qui? Bon. Non, mais en fait, il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il y a eu une élection, il s'est passé beaucoup de choses lors de cette élection, même avant. Oui, il y a eu des échanges difficiles, mais une chose est sûre, c'est que tous ces palabres, entre guillemets, n'étaient que dans un seul but, c'est de faire progresser l'équipe nationale et le football ivoirien. Et je pense que l'objectif, lorsqu'on organise une CAN après plus de 40 ans en Côte d'Ivoire, on veut qu'elle soit belle, on veut que ce soit la meilleure CAN, on veut que les gens viennent découvrir le pays, toutes les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire. On veut que l'équipe nationale remporte le trophée. Et ben nous, on a eu de la chance, vous savez, on a coché toutes ces cases. Donc, que demander de plus? C'est l'une des rares fois, en tout cas, ça a été un bel exemple d'unité parce que pendant toute cette période, personne ne parlait de politique, personne ne parlait d'élections à la FIFA, personne ne parlait de problèmes, tout le monde pensait équipe nationale de Côte d'Ivoire et tout le monde pensait Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est d'ailleurs la base de notre succès. Le prochain objectif pour cette sélection des éléphants, est-ce que c'est pour vous la Coupe du Monde? Parce que ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire n'y participe pas. Depuis 2014, hein, si je ne me trompe pas. 2014, c'était la dernière. Bon, peut-être qu'il va falloir que je revienne pour qu'on puisse se qualifier. Non, vraiment, c'était... Emers Faé serait content. Oui, mais je pense que c'est la suite logique. Lorsque tu remportes la CAN chez toi, la suite logique, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde et faire mieux que tes prédécesseurs. Donc, il y a un vrai challenge là à relever. C'est une équipe qui aime les challenges. Ils ont surmonté un challenge avec beaucoup de brio en remportant la CAN. Voilà, il faut mettre fin à ces 3 Coupes du Monde manquées. Ça sera pas facile, mais je pense qu'on a l'effectif pour le faire et on devrait se qualifier pour une Coupe du Monde. Ça fait trop longtemps, en effet, oui. Il y aura plus de place pour l'Afrique. Il y aura plus de place pour l'Afrique, c'est bien, c'est un grand pas en avant. Et en cela, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a vraiment tenu ses promesses en donnant plus de place aux équipes africaines et sud-américaines. Et bien sûr, tout ça pour la beauté du jeu. La fédération, c'est encore dans vos rêves? La fédération ivoirienne de football? Je rêve très peu en ce moment. Et la CAF, vous êtes légende de la CAF. Est-ce que vous aimeriez un jour être à la direction de la CAF? Ou est-ce que c'est compliqué finalement? C'est pas un sujet qui vient de manière répétitive et quotidienne chez moi. C'est pas un sujet non, c'est pas. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, on échange sur les projets, sur les perspectives, et ce n'est pas un sujet forcément qui est revenu à table à plusieurs reprises, donc non, je vois pas pourquoi je devrais parler de ça en fait.